Bonjour, je suis très contente de pouvoir intervenir ici, aussi dans la foulée de toutes les questions qui ont été ouvertes ce matin. Je vais moi m'intéresser à ce qu'est un psy-safe, aux demandes de psychologues safe, et vous allez voir pourquoi je fais cette nuance un peu plus tard. Mais donc effectivement, je travaille au service de santé mentale Ulysse. J'ai mis ça en avant, juste vous préciser que les propos que je vais tenir là n'engagent que moi. C'est pas directement lié aussi à la clinique à Ulysse, même si c'est aussi, enfin, il y a des liens à faire. Mon propos il va plutôt partir de mes 6 années de pratique en privé. Je pense que c'est important de faire partie d'équipes de travail, et c'est pour ça aussi que c'était important pour moi de te dire que je travaille aussi en santé mentale. Je pense que c'est extrêmement important de travailler avec des collègues, de pouvoir avoir des échanges, et ça vient, ce que je dis déjà aussi, il ne s'agit pas d'un ou d'une psy-safe, il ne s'agit pas d'un ou d'une psy-safe féministe, il s'agit des pratiques que l'on peut construire ensemble. Quelque chose que je n'ai pas mis dans ma présentation, c'est que je suis aussi membre d'une association, membre de l'Assemblée Générale d'une association qui s'appelle Garance, dans laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans. C'est une association qui fait de la prévention primaire des violences faites aux femmes, et dont je pourrais peut-être parler après si ça vous intéresse aussi. Alors, salut, tu n'aurais pas le contact d'une psy-safe. Voilà un peu, alors vous allez dire, mais je ne me suis pas trompée de colloque. Ah, on ne voit pas les slides en fait. Comment je dois faire? Je ne me suis pas trompée de colloque. Voici un peu l'état dans lequel, une représentation de l'état dans lequel ces demandes ont pu parfois me mettre. Pas seulement les demandes en fait, c'est la difficulté d'y répondre, hein, ça invite à tout un mouvement de recherche, d'histoire, de questionnement sur le lien entre politique et clinique, dans lequel on peut parfois se trouver très seul. On n'est pas seul, mais on peut avoir un sentiment d'extrême solitude, et donc ça peut parfois être très très opprimant, ça peut parfois être très très vertigineux. Et en tout cas, ça donne toujours l'impression d'être dans des fouilles spéléologiques, archéologiques, de recherche de l'histoire cachée. Voilà. Ces demandes, tu n'aurais pas le contact d'une psy-safe, c'est une question que je pense plusieurs d'entre nous ont déjà reçue dans la salle, ou déjà au moins adressée à quelqu'un. J'ai repris quelques notions ici pour les personnes pour qui c'est la première fois qu'elles entendent ces termes-là. Une psy-safe qu'on pourrait traduire en français par sécure, sûre. Une psy LGBT-friendly qu'on pourrait entendre comme une psychologue accueillante sur les questions LGBT, amicale peut-être. Une psy féministe, une psy antiraciste ou racisée. Myriam a évoqué un peu la notion de racisé tout à l'heure. Donc personne qui est objet du racisme, ou personne à qui on attribue une race sociale, à qui on attribue un caractère étranger, une étrangeté. Ce sont autant de qualificatifs qui peuvent circuler et qui se différencient parfois du qualificatif plus largement utilisé de bonne psy. Pour d'autres d'entre vous, au contraire, ce sont peut-être des termes que vous n'avez jamais entendus ou jamais entendus associés à psy. Pour vous, ou pour les personnes de votre entourage, lorsque vous cherchez une ou un psy, si elle ou il se doit quand même souvent d'être bonne ou bon, il n'y a pas besoin de préciser safe, LGBTQI friendly, féministe ou antiraciste. Vous vous contentez de demander ou de chercher, dit, tu n'aurais pas le contact d'une bonne psy.
La suite de mon propos sera une tentative de déceler ce qui motive les attentes et les demandes de psychologues safe, LGBTQ friendly ou féministes. Ouvrir cette question, c'est aussi faire l'hypothèse que c'est autre chose qu'une demande de confortation de l'image de soi. C'est autre chose que de l'évitement du déplaisir, c'est autre chose que j'ai déjà pu entendre de la dictature du bien-être, de vouloir toujours être, de jamais se sentir bousculé, d'être renforcé dans tout ce qui vient nous tenir psychiquement. C'est autre chose que de l'évitement de l'angoisse, c'est autre chose qu'un symptôme intrapsychique. Personnellement, je suis confrontée à ce type de demande depuis plusieurs années. C'est surtout donc pendant mes 6 années d'exercice en cabinet privé que certaines personnes se sont adressées à moi avec ce type d'attente ou pour me demander les coordonnées d'autres professionnels. Je pense que ce n'est pas sans lien avec le fait que j'ai essayé de constituer un réseau de psychologues féministes dans la foulée d'un colloque organisé à l'ULB en 2015. Un colloque qui avait pour titre « Psychologie et féminisme », point d'interrogation, un levier de résistance. Je le dis, et je dis que c'est en 2015 pour peut-être aussi venir rappeler que des choses se passaient avant MeToo et que tout ça n'est pas qu'une question de mode ou d'ouverture sociale. Avec mon implication, ça peut être aussi à voir avec mon implication dans certains espaces militants et avec la transmission de confiance de certaines consoeurs ici présentes dans la salle. Ces demandes, elles me semblent venir principalement de personnes impliquées dans les espaces militants alternatifs, mais pas que. Je constate que ça vient aussi de personnes qui sentent que leurs souffrances psychiques ont quelque chose à voir avec le monde dans lequel on vit, sans faire seulement qu'elles soient engagées dans des mouvements politiques. Et alors, quand je parle de mon implication militante, je fais directement le lien avec ce que Manu disait juste avant la pause. Je pense que ça n'a pas seulement à voir avec le fait de visibiliser les oppressions, ça a à voir avec le fait de les transformer, les abolir. Et donc c'est tout un autre mouvement, c'est tout un autre engagement que simplement le constat. C'est aussi pouvoir se dire, ça peut changer, c'est pas immuable, et on a peut-être quelque chose, peut-être un rôle à jouer là-dedans. Alors, je trouve, comme disait Isabelle tout à l'heure, peut-être ça a un sens, bien sûr que ça a un sens pour moi quand on m'adresse une demande de LGBTQ friendly, surtout avec tout le colloque qu'on a eu aujourd'hui, mais n'empêche, ça ne dit pas, ça ne dit jamais ce que la personne recherche, ses représentations à elle, ce qui lui fait poser cette question. Donc je trouve ça toujours difficile de répondre aux demandes parce que ça demande de prendre le temps, ça demande d'avoir l'espace pour ouvrir. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne elle-même? On n'a pas toujours ce temps, on n'a pas toujours cette possibilité, surtout quand il ne s'agit pas de recevoir la personne mais de la réorienter. C'est pas facile d'y répondre parce que les consoeurs que je peux renseigner se comptent sur les doigts d'une main et qu'il peut arriver qu'aucune d'entre elles n'ait de disponibilité. Et aussi parce que je trouve qu'il y a une tension entre répondre pragmatiquement à la demande et la nécessité que ces attentes continuent d'être adressées à des psys et des services pas spécialement étiquetés féministes. La continuité d'inviter les personnes à faire entendre leurs questions dans tous les services en santé mentale. Tout l'enjeu étant, je trouve, de ne pas rabattre au niveau individuel d'un ou d'une psy safe ou féministe la question. C'est une question qui s'adresse aux pratiques collectives. Donc, une question simple ou peut-être parfois rapidement posée, n'aurais-tu pas le contact d'une psy safe, qui, je trouve, demande beaucoup de réflexion et qui demande d'être bien réfléchie pour y répondre. En 2018, j'ai profité du cas d'une formation continue pour prendre un peu de recul, en particulier sur les demandes de psychologues safe et féministes. Pour mon intervention aujourd'hui, je partirai de 4 entretiens menés auprès de personnes non hétérosexuelles ou non cisgenres à propos de leur expérience en santé mentale et de certaines de leurs attentes.
Après chaque entretien, je tenterai de dégager certains fils de réflexion. Je vais d'emblée dire que dans mon propos, je rassemble les qualificatifs safe, LGBTQI friendly, féministes, qui peuvent se recouper mais ne se confondent pas. Il y aurait une histoire à faire de chacun de ces termes. Il y aurait même des histoires à faire, parce qu'il y a aussi toute l'histoire anglo-saxonne, comme on disait, et puis l'importation transatlantique qui ne se fait pas de façon collée. Enfin, c'est toujours ça se réinscrit dans des rapports sociaux, dans du politique, dans un contexte historique et local. Donc, ces qualificatifs ne se confondent pas, mais je pense se recoupent. Et donc, contrairement à ce que mon titre suggère, j'ai pris peut-être le côté le plus provocateur, safe, enfin provocateur, je pense plus, qui ouvre peut-être le plus de questions. Mais le caractère entrecoupé de ces qualificatifs dans les demandes qui me sont adressées m'invite à juger comme non pertinent d'analyser le qualificatif safe en Belgique francophone de façon isolée de la question LGBT-friendly, de l'antiracisme et du féminisme. Donc, ce sont ces demandes, je pense, des demandes qui s'ouvrent plus volontiers quand on cherche un psychiatre, une psychiatre ou un psychologue en libéral. Et donc je pense qu'il ne faut pas faire de vue que la grande majorité des personnes n'ont pas le choix des psys ou des travailleurs, travailleuses psychomédico-sociales sur lesquels, on va dire, qu'ils et elles tombent. Premièrement, parce qu'à part dans le dispositif libéral ou hospitalier pour certaines consultations, tous les autres dispositifs fonctionnent plutôt en équipe. On ne choisit pas alors un ou une psy, mais une structure. Et encore, souvent, on ne choisit pas la structure, on arrive par nécessité. Ensuite, parce que même trouver une psy en libéral, généralement, va se faire via. Donc ça va dépendre des ressources que notre entourage a, ou pour la majeure partie des personnes, des ressources que l'entourage n'a pas sur ces questions. Trouver une psychologue LGBTQI friendly demande quand même d'être inscrit dans tout un réseau, tout un tissu. La majeure partie des personnes, pour la majeure partie des personnes, ce n'est pas le cas. Donc on travaille toutes et tous dans des dispositifs différents ici, et je pense que ça fait aussi la richesse, ça peut faire la richesse de nos échanges. C'est intéressant pour moi de voir comment ça fait écho, éventuellement ou pas, avec vos pratiques, et de toujours penser comment la clinique que l'on reçoit est aussi dépendante du dispositif que l'on propose et comment tout ça s'articule ensemble. Alors, pour en venir aux entretiens, je tiens d'abord à remercier les 4 personnes avec lesquelles j'ai pu m'entretenir dans le cadre de la préparation de ce colloque pour leur récit et leur réflexion. Et elles ont toutes et tous répondu à une annonce partagée par mail et sur les réseaux sociaux. Et donc je ne les connais pas. Je voudrais partir de leur récit pour ouvrir certaines questions. Alors, je vous ai juste mis les noms et un petit titre au cas où vous voulez revenir là-dessus dans les questions, et vous puissiez vous accrocher un nom ou une phrase. Marie travaille dans le social. Il y a plusieurs années, elle ressent de l'attirance pour une fille. Ça lui tombe dessus. C'est la première fois. Elle ne se sent pas honteuse vis-à-vis d'elle-même, mais elle en parle à sa psychologue, car elle veut être aidée pour en parler à ses proches, dont elle redoute la réaction. En effet, des années plus tôt, sa mère avait déjà pu lui faire comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'elle accepterait. Et par ailleurs, dans son travail, elle est en contact avec des jeunes qui sont exclus de chez elle et de chez eux, par leur famille qui rejette leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Elle a trouvé sa psychologue via son médecin qui avait des cartes visites dans sa salle d'attente. Avant de parler clairement de son attirance envers une fille, à sa psychologue, elle dit avoir placé des petits trucs plic-ploc en consultation. Elle parlait en neutre, disait un ou une partenaire, un ou une copine. Des fois, je parlais de lui. Des fois, je parlais d'elle, me dit-elle. Elle a remarqué que sa psychologue ne la reprenait pas. Puis, elle s'est demandé si c'est parce qu'elle ne faisait pas attention. Ou au contraire, si c'était un signe que sa psychologue était à son écoute, au plus près de ce que Marie lui rapportait.
Elle s'est sentie de plus en plus en confiance et a commencé à lui parler plus explicitement d'attirance envers des filles, jusqu'à s'affirmer bisexuelle. Ce que Marie recherchait dans le lien avec sa psychologue, c'était une validation de normalité, me dit-elle. Ce qui l'a aidée, c'est de remarquer que sa psychologue réagissait normalement, qu'elle n'en faisait pas particulièrement une affaire et qu'elle avait des interventions qui encourageaient Marie à suivre son désir quel qu'il soit. Elle parle de petits moments de confiance dans la relation thérapeutique qui l'ont aidée à s'affirmer auprès de ses proches et de sa famille. Si sa psychologue l'avait reprise sur le genre de sa partenaire, elle, vous voulez dire il, elle pense que là, elle ne se serait pas du tout sentie en confiance et qu'elle aurait malheureusement dû chercher quelqu'un d'autre. Elle aurait alors demandé des conseils de psy auprès d'associations LGBTQI+, ou à des amis non hétéros. En parlant de sa bisexualité à sa psychologue, elle avait peur que celle-ci puisse lui dire un non. Et je l'entends quand elle me dit non comme un non catégorique. Qu'elle lui renvoie, que sa psychologue lui renvoie que ça ne peut pas, non, ça ne peut pas exister. Que ça ne se fait pas d'avoir des relations avec des filles et des garçons. Cette appréhension n'est pas sans lien avec ce qu'elle a pu vivre dans une consultation médicale où une gynécologue lui affirme qu'elle pourrait tomber enceinte si elle ne prend pas la pilule, bien que Marie lui ait dit être à ce moment-là en relation avec une femme. Alors, avec la situation de Marie, je pense que c'est important de souligner les éléments placés plic-ploc dans les entretiens. On sait comment, dans une situation clinique, dans une rencontre clinique, les patients et les patientes peuvent consciemment ou inconsciemment tester les capacités du ou de la clinicienne à entendre, et ça se joue parfois aussi au niveau inconscient, donc sans savoir ce qu'on a envie que le clinicien entende. Il y a déjà des choses qui se jouent dans... c'est vraiment dialectique, c'est vraiment relationnel. Elle a cherché des points d'assurance, et cette recherche de points d'assurance est parfois cryptique, ou légèrement cryptique, pour reprendre l'expression utilisée hier avec la chanson passée par Valérie Piette de l'Eurovision en 61. Il faut avoir une oreille qui sait des hétéronormés. Il faut avoir une oreille, parfois, qui puisse entendre ce qu'on peut ne pas du tout entendre. Comme cette chanson de l'Eurovision en 61, où on peut être sûr que des milliers et des milliers d'hétéros ont dansé sur cette chanson sans entendre qu'il s'agissait d'une relation homosexuelle. Ou que ça faisait référence à un amour gay. Donc, ça fait aussi le lien avec cette image des lunettes de genre. Hein. Une fois qu'on les met, on ne voit plus pareil. On voit les rapports de domination de genre, on voit les rapports de domination masculine. Une fois qu'on met en suspens ce qu'on présuppose de la sexualité ou de l'identité de genre des personnes, ça peut aussi être un autre monde qui s'ouvre. Et donc, je pense que le colloque, c'est aussi une invitation à mettre en suspens ce qu'on pense savoir de l'identité ou de genre ou de la sexualité des personnes, de notre entourage, du milieu, dans notre travail et dans la vie en général. En 2016, j'avais assisté à la première conférence européenne de recherche sur la bisexualité à Amsterdam, en 2016. Et donc, une conférence européenne d'échange sur les recherches académiques et parfois très inscrites dans les milieux militants sur la bisexualité. Les interventions mettaient en évidence chez les bisexuelles femmes une prévalence plus élevée de dépression, d'anxiété que chez les groupes de femmes hétéros ou lesbiennes. C'était aussi l'occasion de la déconstruction de nombreux mythes. Non, les bis ne sont pas des obsédés sexuels. Non, la bisexualité n'est pas une phase. Non, les personnes bi ne sont pas porteuses de plus de maladies. Oui, il peut vous arriver d'être en relation avec une personne bisexuelle. Non, les bisexuels ne sont pas toutes dans du polyamour. Et non, nous ne sommes pas toutes et tous bisexuels.
Les définitions de la bisexualité sont variables, mais si on interroge les personnes qui se définissent comme telles, elles insisteront plus sur le fait que pour elles, il s'agit de pouvoir être attiré sexuellement ou romantiquement par une personne, peu importe son genre, ce qui contraste avec les définitions classiques, être attiré ou avoir des relations sexuelles à la fois avec des hommes et des femmes. Et donc Myriam avait déjà évoqué certains aspects de l'invisibilisation, de l'oppression spécifique des personnes bisexuelles. Ça me paraissait être important de revenir dessus ou refaire le lien avec ce que j'ai retenu de cette conférence en 2016. Pas pour dire que c'était ça. Enfin, voilà, on peut en discuter, pas pour. Enfin, c'est bien plus complexe que ce que je restitue ici, mais ça semble important de le nommer, comme le T peut être et le I peuvent être invisibilisés dans le LGBTQI à plus. C'est le cas aussi des personnes bisexuelles qui peuvent rencontrer toute une série d'oppressions spécifiques, notamment le fait qu'on les renvoie sans cesse à « mais non, t'es hétéro » ou « non, t'es gay » en fonction de avec qui elles relationnent. Deuxième situation. Charlotte est sociologue. Il y a un an, ça n'allait pas bien du tout, notamment dans sa relation avec sa partenaire. Si bien que consulter un psy était devenu la seule issue à ses yeux. Mais elle n'a aucune idée de comment s'y prendre, aucune idée de la façon dont on trouve un ou une psy, et aucune idée de comment ça se passe, en fait, avec un ou une psy. Elle a néanmoins beaucoup de méfiance vis-à-vis d'une certaine pathologisation, dans le sens où elle ne veut pas tomber sur quelqu'un qui problématise le fait qu'elle est en relation avec une femme, qui psychologise son féminisme, comme c'est arrivé à une amie, ou qui rabatte ses difficultés sur sa relation à sa mère ou à son père. Elle veut quelqu'un qui puisse l'entendre dans son propre cadre de vie, me dit-elle. Pendant plusieurs mois, elle se met donc à la recherche d'une psy. Elle cherche sur Google en tapant des mots-clés. Psy féministe, psy LGBTQI friendly, le lien avec la spéléologie tout à l'heure. Elle trouve des listes en ligne de psy ou soignants-soignantes LGBTQI plus friendly, mais ne s'y fie pas plus que ça. Entre autres parce qu'elle constate que sur certaines de ces listes, ce sont les professionnels elles-mêmes qui s'étiquettent LGBTQI plus friendly, ce qui l'interroge. Et puis, il y a aussi la difficulté du petit milieu. Ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent sur ces listes. Or, Charlotte a besoin d'air, de sortir d'un milieu dans lequel tout le monde se connaît. Aller voir une psy super connue pour être LGBTQI plus friendly, qui pourrait potentiellement brasser des informations de nombreuses personnes de la communauté, avait un effet rédhibitoire pour elle. On est à Bruxelles, en tout cas, je le rappelle, et en Belgique. Voilà, petit pays, petite ville. Elle se retourne alors vers des amis à qui elle demande comment elles ont trouvé leur psy. 2 d'entre elles lui disent qu'elles se sont adressées au centre près de chez elles et que ça se passe bien. Mais elles sont toutes les 2 hétérosexuelles et ne se sont pas posé la question du caractère LGBTQI plus friendly de leur psy. Charlotte témoigne alors de ses difficultés à une amie, étudiante en psychologie, qui lui répond que mais normalement, une ou un bon psy doit pouvoir accompagner dans le cheminement de la personne et non imposer ses propres vues. Le fait qu'on soit LGBT ou pas ne devrait rien changer. De plus, connaître les opinions de sa psy sur ce sujet pourrait casser sa neutralité. L'avis de son amie la laisse dubitative. Et elle me dit, j'entends que normalement, dans un monde idéal, un psy ou une psy doit entendre le problème avec lequel tu viens dans le cadre de vie dans lequel tu es. Ça devrait aussi être comme ça en dehors du cabinet psy. Sauf que ce n'est pas le cas. On subit déjà des violences, ce qui fait qu'on a peur de les revivre dans un cadre thérapeutique en plus. Alors, la situation de Charlotte, pour moi, elle montre aussi comment l'appréhension de vivre des violences, ça fait le lien avec le modèle du stress minoritaire évoqué hier. L'appréhension de vivre des violences fait partie d'un des facteurs du stress minoritaire. Et Charlotte évoque le fait que cette appréhension n'est pas fantasmatique, mais liée à l'expérience de violence ou de l'oppression dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de raison, parce que les espaces de soins ne sont pas en dehors du monde dans lequel on vit,
il n'y a pas de raison que les espaces de soins échappent à la reproduction de violence et de domination. Et ce, d'autant plus au regard de l'implication de la médecine, de la psychiatrie, et plus tard de la psychanalyse, et enfin de la psychologie, dans la pathologisation des personnes LGBT, ou à la marge de l'hétérosystème depuis plus d'un siècle. On l'a aussi mentionné hier. Bon, je place quand même ici que si je suis ici, c'est aussi que je pense qu'il y a toute une histoire de comment les pratiques, en tout cas en psychanalyse ou en psychologie, et en médecine aussi, peuvent soutenir l'émancipation, ils peuvent soutenir la libération. Mais l'histoire dominante, l'histoire la plus forte, l'histoire qui s'inscrit encore le plus dans nos pratiques, ou en tout cas qui nous est le plus transmise, c'est cette histoire de la pathologisation et de la participation à la pathologisation et à l'oppression. On a évoqué le fait d'avoir des cours en formation... Non, je sais plus maintenant. Pardon ? Non, autour de la sexualité, en sexologie. Voilà, les mots qui échappent. En sexologie, voilà, moi ici, en psycho, encore, l'homosexualité ou les transidentités sont dans le fameux fascicule sur la psychopathologie de la sexualité. Voilà, donc c'est encore actuel et ça se perpétue. Ce qui n'est pas évoqué par Charlotte, mais qui était évoqué dans les entretiens que j'ai faits en 2018, c'est aussi comment le fait d'avoir écho d'expériences de sexisme ou de cis-hétéro-normativité en consultation, psy suffit à appréhender de le vivre. Il ne faut pas forcément soi-même déjà l'avoir vécu, et je pense que ça s'explique par le fait que les personnes qui font partie de groupes sociaux opprimés comprennent bien que c'est systémique, et que ce qui leur est rapporté ne concerne ce qui leur est rapporté par une personne faisant partie du même groupe social qu'elle ne concerne pas uniquement la personne qui a été confrontée et pas uniquement la rencontre singulière entre cette personne et ce thérapeute. La pathologisation ne concerne pas non plus uniquement les vécus hors normes dominantes, elle concerne aussi la résistance à l'oppression. Il suffit de penser à l'histoire de la psychiatrisation des femmes qui se rebellent contre leurs conditions sociales. Elle concerne aussi la pathologisation, le fait de médicaliser la plainte, le fait de répondre à l'origine sociale des souffrances psychiques par une camisole chimique, par des traitements médicamenteux, par une psychothérapie, sans jamais faire le lien avec les raisons sociales pour lesquelles les personnes souffrent et quelque part normaliser le fait de souffrir. C'est quoi cette fameuse phrase ? C'est pas un signe de bonne santé que d'être en bonne santé dans une société malade. Je sais plus exactement comment ça se dit, mais je crois que vous voyez l'idée. Alors, oui, juste par rapport à la situation de Charlotte, je pense qu'il y a aussi tout l'intérêt de cette notion de continuum de violence. Certains, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, que ce serait un concept fourre-tout qui mettrait toutes les violences dans le même sac et qui... c'est pas du tout ça l'idée de ce concept qui vient de féministes, mais c'est plutôt de faire le lien entre les différents types de violences et de ne pas serrer, de se dire il n'y aurait qu'un seul problème, c'est la question du viol. Non, il y a un lien entre le viol, il y a un lien entre les meurtres de femmes, il y a un lien entre l'oppression systémique des femmes, il y a un lien entre le fait d'être dépendant du salaire d'un conjoint dans une relation hétérosexuelle, il y a un lien entre tout ça. Et donc le continuum vient faire ce lien et vient mettre en lumière le caractère systémique. Le continuum, penser les violences en termes de continuum, ça permet aussi d'avoir en tête que ça traverse toute la vie, c'est pas quelque chose qui se passe juste à un certain âge, c'est tout. Ça peut potentiellement arriver pendant toute la vie et aussi à tous les endroits. C'est pas seulement à la maison que ça se passe, c'est pas seulement au travail, c'est pas seulement dans la rue.
Alors, situation suivante, Maïté. Maïté est suivie par un psychiatre depuis plus de 10 ans. Quand je suis arrivée chez lui, me dit-elle, j'étais hétéro. Mais je n'arrivais pas à avoir des relations hétéro. Je me posais des questions. Je me demandais s'il n'y avait pas un truc un peu bizarre avec une amie d'internat. En fait, maintenant, avec le recul, je peux le dire. J'étais complètement amoureuse d'elle. Elle se souvient que son psychiatre lui avait demandé si elle ressentait du désir pour cette fille. Cette question tombait mal. C'était même la pire question à lui poser à ce moment-là, me dit-elle. Car autant Maïté pouvait se représenter un rapport sexuel hétéro, autant la sexualité lesbienne lui apparaissait comme inexistante. Ou à contrario, la seule représentation qu'elle avait du désir lesbien était forcément sexuelle et pornographique. Je reprends ces mots. Maïté me dit « En 2010, quand tu tapais lesbienne sur Google, il n'y avait que des trucs porno qui apparaissaient. Donc non, si c'était ça, non, j'étais pas lesbienne. Sauf que si, en fait, j'étais lesbienne. Il y avait plein de choses que je disais qui pouvaient lui faire comprendre que j'étais lesbienne. Je lui disais, non, j'ai pas de désir pour elle, mais je trouve qu'elle a une très jolie nuque. J'ai envie d'être très proche d'elle. J'ai l'impression de n'être jamais assez proche d'elle. Je pense tout le temps à elle. Elle rajoute ce qui est concrètement être amoureuse de quelqu'un. Avec le recul, Maïté se demande ce dont elle aurait eu besoin comme réaction de la part de son psychiatre. Soit elle aurait eu besoin qu'il ne lui pose pas la question du désir, soit elle aurait eu besoin qu'il affirme que oui. Ce dont elle parle, c'est du désir. Mais si son psychiatre a su se positionner sur certaines questions à certains moments du suivi, sur le sujet des lesbiennes, elle a surtout l'impression qu'il ne capte pas grand-chose. Et elle se demande dans quelle mesure ça ne l'empêche pas, elle, d'aborder des questions sur sa sexualité. Elle se souvient d'une intervention de son psy qui l'avait aidée à un moment où elle avait l'impression que d'être lesbienne, c'était très très grave. Il lui avait dit « Ce n'est pas parce que vous couchez avec une fille et que vous aimez bien que vous êtes forcément lesbienne. » Avec le recul, elle se dit que si cette intervention l'avait aidée à l'époque, elle est quand même fameusement à double tranchant. Un jour, elle lui explique qu'elle n'a pas de rapport sexuel avec sa compagne. Celui-ci commente en disant « Mais là, vous n'êtes pas lesbienne, car il ne se passe rien. » Un autre jour, elle parle des hommes cis-hétéros. Son psychiatre dit « Mais t'es hétéro et cis, c'est la même chose. » Elle se dit qu'il serait quand même temps qu'il se renseigne. Une autre fois, il lui demande « Mais vous, dans la sexualité, vous êtes plutôt féminine, non ?» Elle se demande ce qu'il est en train de lui demander. Est-ce que je baise ou est-ce que je me fais baiser? C'est ça? Ou encore il commente. Avec les femmes, vous avez trouvé un truc qui vous convient, que vous n'avez pas trouvé avec les hommes. Quand il sort des trucs comme ça, Maïté se dit qu'il ne capte rien. Et en même temps, elle commente. On a bâti une très longue relation. J'ai mis du temps à lui faire confiance, je connais ses limites. Sur toutes les questions LGBT, il est complètement à la ramasse. Je pense que je l'accepte comme un reliquat du passé. Comme j'ai beaucoup lu, je sais situer d'où viennent ses interventions et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Je ne crois pas que c'est quelqu'un qui cherche à me normaliser. C'est plutôt qu'il a ses filtres à lui. Il pense que ça m'aide, mais je ne suis pas d'accord. Ce qu'elle trouve par contre de regrettable, c'est que son psy ne semble pas se mettre au travail sur ces questions, se former. C'est un sujet dont elle discute avec des amis sur les questions LGBTQI+, mais aussi de racisme, et elle se rend compte que beaucoup sont prises dans une tension entre faire avec le psy ou faire l'éducation du psy. Un psy safe, pour Maïté, c'est aussi un psychologue capable de prendre en compte la dimension systémique des violences, même si on ne peut pas réduire tout ce qu'on a vécu à ça, me dit-elle. Elle se rend compte que dans sa vie, elle a vécu de nombreuses agressions, et même une relation conjugale violente avec une femme, et que ça n'a pas été nommé. C'est la lecture d'un ouvrage, Dans la maison rêvée, de Carmen Maria Machado, qui l'a aidée à reconnaître la violence de son ex-partenaire. Elle avait déjà été violente physiquement, me dit-elle, mais rien qui laisse des marques. C'est arrivé 3 fois, tout le reste c'était des violences psychologiques. Elle constate que les violences conjugales dans les couples de femmes sont occultées et qu'il y a une croyance partagée selon laquelle, entre lesbiennes, on ne se frappe pas. Avec le recul, elle aurait aimé que son psy puisse nommer certaines des violences vécues. Est-ce que j'ai encore 10 minutes? Ouais.
Je veux revenir sur deux pistes opposées pensées par Maïté, sur comment accompagner une jeune femme qui est en train de sortir de l'hétérosexualité. En fait, concrètement, c'est ce qui est en train de se passer, sortir de l'hétérosexualité. Quand elle lui parle de ses doutes concernant ce qui se passe avec son ami d'internat, elle dit « Soit j'aurais eu besoin qu'il ne me pose pas la question du désir, soit j'aurais eu besoin qu'il affirme que oui, ce dont je parle, c'est du désir. J'aurais eu besoin qu'il ne me pose pas la question du désir. » C'est une piste qui va dans le sens de laisser les choses se déposer à leur rythme en consultation. Respecter le rythme des personnes. Ne pas poser plein de questions. Ça fait partie des... ou ne pas faire de commentaires. Ça fait partie d'ailleurs des recommandations qui viennent souvent de la littérature militante et alternative. Et en même temps, il ne s'agit pas juste de respecter le rythme de la personne comme si ça se jouait que de son côté, mais aussi de notre capacité à envoyer le message qu'on peut entendre ou qu'on peut se représenter ce dont la personne parle. Et ce qu'elle reprend des interventions de son psychiatre plus loin, c'est l'envers de ça. Maïté, elle l'a en partie surmonté en mettant les interventions de son psychiatre dans la boîte reliquat du passé, et en pouvant s'appuyer sur une alliance qui s'est jouée ailleurs. Mais on peut aussi supposer tout le potentiel totalement inhibiteur et renfermant d'interventions du type « mais vous, dans la sexualité, vous êtes plutôt féminine ». Et le résultat de ça, soit les personnes font une analyse pendant des années sans parler de certains aspects de leur vie, soit elles s'en vont et ne reprennent pas forcément de suivi ailleurs, soit elles vont chercher une psy LGBTQI+, ou une psy safe. L'autre piste proposée par Maïté, c'est « j'aurais eu besoin qu'il affirme que oui, ce dont je parle, c'est du désir ». C'est-à-dire qu'il puisse suggérer la possibilité d'une sexualité entre femmes possible qui soit différente des représentations porno. Qu'il puisse faire le lien entre des existences d'attirance entre femmes en dehors des productions hétérosexistes, hétéronormatives. Faire le lien avec des espaces associatifs, faire le lien avec des brochures, des livres, etc. Je pense que vu ce que Maïté dépose par ailleurs, notamment que pour elle, à l'époque, elle avait l'impression que d'être lesbienne, c'était très grave, ça invite à ouvrir des questions plutôt du côté de ses représentations à elle, de ce qui fait question pour elle, de ce qui fait obstacle pour elle, de soutenir la différence qu'elle semble vivre entre être attirée, être amoureuse et avoir des relations sexuelles, et de détricoter peut-être, par petits bouts, une intériorisation de stéréotypes lesbophobes. Elle se souvient d'une intervention de son psy qui l'a aidée, donc à un moment, oui, cette fameuse intervention qui l'a aidée, ce n'est pas parce que le côté double tranchant de l'intervention, ce n'est pas parce que vous couchez avec une fille que vous aimez bien, que vous êtes forcément lesbienne, peut-être qu'on pourra y revenir, je passe là-dessus, mais peut-être qu'on pourra y revenir dans les questions. Pour une dernière situation, Jo a cherché une psy qui soit féministe, mais j'y tiens parce que vous allez voir pourquoi. Jo a cherché une psy qui soit féministe et qui s'y connaisse en transidentité, dont la non-binarité. Dans une période où Yael commençait à s'affirmer concernant son pronom et venait de changer de prénom, Yael commence un suivi avec une thérapeute psychocorporelle. Après 3 mois, Yael constate que sa thérapeute utilise toujours le féminin pour s'adresser à lui. Jo lui fait remarquer d'abord discrètement, et voyant que ça ne change rien, finit par dire franchement à sa thérapeute que ça ne lui va pas. Sa thérapeute réagit de façon assez tranchée en lui disant que sa demande lui posait question, l'interrogeait et qu'elle n'était pas sûre de pouvoir la genrer correctement. Elle était même plutôt sûre de ne pas pouvoir accéder à sa demande. De façon générale, cette thérapeute était plutôt directive dans ses interventions. Jo a eu l'impression de l'avoir blessée dans son ego avec sa remarque. La réaction de sa thérapeute l'enjoignait à choisir entre poursuivre sa thérapie ou être respectée dans son pronom d'usage. Yael est sortie de la consultation en pleurs, d'autant plus qu'Yael avait expressément cherché quelqu'un qui ne prendrait pas sa non-binarité, sa transidentité à la légère. Pour Jo, la non-binarité n'est pas un détail de son identité, même si elle ne consultait pas sa thérapeute pour ça. C'est d'ailleurs un aspect sur lequel sa thérapeute s'est appuyée pour justifier sa position, lui renvoyant qu'Yael n'abordait pas la non-binarité en consultation, mais plutôt d'autres questions, et que donc ce n'était peut-être pas si important. La thérapeute de Jo a aussi cherché à la rassurer en lui affirmant faire elle-même partie de la communauté LGBT, ce qui a plutôt eu un effet inverse sur Jo. Yael s'est inscrite dans des groupes trans et transpédéguines
Sur les réseaux, on a parlé de la question de la réappropriation des stigmates transpédéguines, la réappropriation des insultes. Donc s'inscrit sur des groupes trans et transpédéguines sur les réseaux sociaux dans lesquels peuvent s'échanger des contacts de praticiens, praticiennes safe. Désormais, il pose les choses dès le premier entretien. Je vais demander si la personne est familière des questions trans et non-binaires et si elle peut me genrer correctement. Si une personne me dit « Non, je ne suis pas familière, mais je peux me renseigner à ce sujet » ou « Oui, ça fait déjà longtemps que je suis des personnes clean » ou « Oui, vous n'êtes pas la première personne qui m'en parle », ça me met en confiance. Selon Joe, ce n'est pas parce que la personne n'a aucune information sur le sujet qu'elle va nécessairement faire un mauvais accompagnement. Le plus important n'est pas de savoir, mais de respecter la personne comme elle est, de ne pas remettre en question la non-binarité. Et elle se souvient de la réaction d'une psychiatre à sa non-binarité qui l'avait moyennement convaincue. « Ah oui, moi, je n'ai pas de problème avec ça. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ne pas avoir de problème avec ça? Pour Joe, il est plus rassurant que quelqu'un dise « Je ne sais pas, je vais me renseigner » ou « Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on se renseigne ensemble ?» plutôt que de faire croire que l'on sait alors qu'on ne sait rien. Ça fait 1 an qu'elle est suivie par une psychologue. Au premier entretien, la psy lui a demandé ce qu'elle cherchait dans l'accompagnement, ce qui lui semblait important. Elle a eu l'espace pour raconter sa précédente expérience. Sa psychologue a rebondi en lui renvoyant que ce qu'elle a vécu n'est pas normal et en s'engageant à faire attention ensemble à ce que ça ne se répète pas. Joe sent que quand elle lui parle, sa psy n'a pas des réactions ou des questions qui lui paraissent à côté de la plaque ou étranges par rapport à ce qu'elle vit. À cette psy, aussi, il peut arriver de genrer Joe au féminin, mais lorsque Joe la reprend, elle s'en excuse, lui dit qu'elle fait bien de le lui rappeler et s'ajuste. La non-binarité, Aurore en a parlé hier, est considérée comme faisant partie des transidentités. C'est un terme qui est utilisé par certaines personnes s'identifiant à un autre endroit que cette binarité de genre, sur un éventuel continuum, ou plutôt dans un espace qui transcende la binarité homme-femme. La non-binarité ouvre tout un espace aussi de neutralisation du langage, au niveau des prénoms, des pronoms notamment, tout un espace de créativité. L'utilisation du pronom yel ou yel, ou... Voilà, je vous laisse découvrir pour ceux qui découvrent. Dans certains espaces militants, il y a de plus en plus cette pratique de se présenter en donnant tant son prénom que son pronom, ce qui ouvre un espace pour des expressions de soi autres que binaires. Et éventuellement, de respiration pour qui étouffe. Pour qui étouffe. Voilà. On sait que quand on étouffe, quand on ne sait pas respirer, si ça dure trop longtemps, on en meurt. Pour qui étouffe, malgré lui, malgré elle. Donc ce n'est pas un choix. Pour qui étouffe, malgré lui, malgré elle, dans le forçage social des normes. Quelque chose sur lequel je pense qu'on doit insister, c'est l'hétéronormativité. C'est pas juste avoir des présupposés ou des stéréotypes hétéronormatifs. C'est aussi participer de ce forçage normatif. C'est tout... c'est le lien avec Foucault, c'est le lien avec Canguilhem, c'est le lien avec les normes sociales qui sont naturalisées, essentialisées, et comment, au nom de cette naturalisation, de cette essentialisation, vient toute une discipline de forçage vers la norme dominante, puisque bien sûr, la majorité des personnes sont en dehors de ces normes sociales. Ou en tout cas, toute une partie des personnes sont en dehors. Et donc ça ne se fait que dans un processus de violence. Et c'est comme ça qu'on peut aussi entendre les violences systémiques. Les violences systémiques, elles ont cette fonction de venir redisciplinariser, de disciplinariser les corps, le psychisme. Voilà. Parfois, non-binaire est aussi utilisé comme revendication politique, comme cuir à certains égards pour marquer le caractère construit des normes dominantes et contester leur naturalisation, marquer sa volonté de ne pas être mis dans des cases. C'est un sujet qui semble être assez vivant socialement chez certains jeunes, qui ne sont pas forcément peut-être trans ou en transition, mais qui viennent interroger les normes sociales, mettre à nu leur construction sociale. Je ne sais pas si dans l'accompagnement psychologique des personnes, c'est opérant de chercher à faire la distinction entre l'aspect identitaire ou l'aspect contestataire. Je pense que c'est au cas par cas. Mais dans tous les cas, prendre au sérieux les demandes qui nous sont adressées d'être genrées correctement. Si ce que veut la personne est clair pour elle, c'est une condition pour lui permettre de se déployer. Et peut-être que je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, je pense qu'il y a plein de... ça ouvre plein
choses différentes, mais reconnaître la personne, de genrer la personne comme elle souhaite, en fait, c'est pas la renfermer dans une case, mais c'est peut-être s'assurer que les conditions sont remplies pour lui permettre de se déployer comme elle le souhaite, et de se réapproprier les choses, et de venir complexifier toutes les choses pour elle, et de venir aussi complexifier éventuellement son rapport à l'homonormativité aussi, et tout ce qui peut se reproduire de normes, pas seulement dans le milieu hétéronormatif. Voilà, merci.